شكراً جزيلاً لضيفتنا رواء على هذه الجلسة المليئة بالأفكار الملهمة. والآن أيها الأخوة والأخوات ندعوكم لحضور الجلسة الخامسة وما قبل الأخيرة تحت عنوان تحديد وتنفيذ أول مشاريعك في الذكاء الاصطناعي من تقديم دونالد فارمر مدير شركة Tree Hive Strategy. Ladies and gentlemen, now we move on to our fifth session titled Identifying and Executing Your First AI Project, delivered by Donald Farmer, Principal of Tree Hive Strategy. Mr. Donald, the stage is yours. We would like to welcome Mr. Donald Farmer, Principal of Tree Hive Strategy. The stage is yours. Thank you very much. Thank you. Thank you. Great to be here again. So I am talking about how to identify and execute your first AI project. How many of you have already built an AI project? Okay, so you can go get some coffee, and because you've already done your first project. This is for the rest of you who have not yet done one. In my work, a lot of the time, I'm talking to people who they really want to use AI. They have been playing with it, perhaps. They've been trying it out. They've been trying some of these great apps that you've seen. And now they're thinking, how do I actually use this in my work? And they don't know what their first project is going to be. So they get quite excited about that. Somebody's phone is ringing here, I think. They get quite excited about their first project, but they're worried about how they get started. So this is my job today, is to help you get started with your very first project. So there are three basic things I want to tell you about this. And the first and most important is that you must start thinking about the business application rather than the technology application. AI is very exciting technology, but running a project just for the technology itself is not going to get you anywhere. It's not going to give you any value. It's not going to move your business forward. It's not going to move your organization forward. It's just playing with technology, and we can all do that. So the first thing is focus on the value that you're going to achieve. If you're in business, as opposed to, say, in a government organization or something like that, then you need to focus on money. How much money would you save if you run this project? And if it's not going to save you any money, it's not going to make you any money, then that's not a good first project. You should start thinking about the value straight away. And avoid thinking about the technology for its own sake. There will be people in your organization, there will be developers and data scientists who are very excited about the technology. Let them be excited. You should be excited about the impact on your business and on your organization. The second thing I'd really like you to do is to engage with people. Something we have heard in almost every session where we have talked about AI is people being afraid of the future. People being worried about their jobs. What is AI going to do to my job? Who is AI going to affect? Who's going to find that their job has disappeared in the future? Whenever you build an AI project in a business or in any organization, people start to get worried about that. Because just as they see it being exciting, also they are concerned about what's going to happen. So two things you can do here to make that work. The first is, of course, you need to collaborate with people. You need to work across different parts of the organization in order to find out what the real impacts of AI will be beyond the immediate concern of the business. The second thing you can do is incorporate perspectives from everyone who's involved in the project. Now, to do that, let's say you're working in a call center and you're going to automate answering calls in the call center. Who would you talk to? Well, you might talk to the designers, you might talk to the call center managers, you might talk to the customers. These are all good people to talk to. But you also need to talk to the operators, to the people whose jobs are just about to be automated, and find out what they think
and find out what they think is valuable. And you will learn many things that you didn't expect. You'll find all sorts of things about how they do their job that is new and different and which you didn't take account of. It's the same way as if you're building a self-driving car. A self-driving car is a great thing. I've been in a self-driving car several times. They're quite common now in San Francisco. You can get in a self-driving taxi and it'll drive you around. And you know the two things that don't happen in a self-driving car? Number one thing is you never have a conversation with the driver. You never talk to them. And it turns out that drivers actually quite like having conversations with people. And I quite like having conversations with the driver. Now, if I was designing a self-driving car and all I was concerned about was speed and safety and efficiency, I would lose that human element because I wouldn't be talking about the driver. And it turns out I quite like talking to the driver. But the other thing that happens in the self-driving car is that it doesn't crash because it's really safe. Self-driving cars are actually very efficient and safe. So there's an advantage. The automation is a great thing, but there's a disadvantage that I lose the human element. So maybe what I want in the future is a self-driving car which has got the automation to keep it safe, but still has a human driver who can then do other things. They can have a conversation with me about where they come from and where they're going vacation and their children and all the other things. But they can also help me with my bag. If you get it to the airport and you've got a self-driving car, who helps you with your bag? And it turns out that's an important thing as well. So there's a human element, and you would not discover that unless you spoke to everyone involved. So you need to speak to the driver, and you need to speak to the passengers, you need to speak to customers, you need to speak to all the people who are doing the automation. So you need to incorporate everybody in the conversation. And then the third thing that you can do is to use an AI-oriented methodology. That is to say, if you're building an AI project, you can't use the same methods and techniques as you used for a standard IT project. You have to use a methodology that is appropriate for AI. And that's one of the things I'm going to talk to you about today, which is how to run a discovery accelerator for an AI project. There are three parts to a discovery. Française, est-ce que ça passe? Voilà, ça passe. Ça passe, est-ce que ça passe? C'est la cabine française. Bonjour. Et voilà, je vais vous dire maintenant comment vous faites pour accélérer votre projet. Je pense qu'il y a une vingtaine de principes. Je sais très bien que cette démarche fonctionne bien. Tout d'abord, il faut identifier les démarches existantes où l'IA peut vous aider. Et ensuite, il faut trouver les bonnes techniques pour atteindre les objectifs. Voilà, si je n'ai pas de technique IA, je commence par identifier où la démarche d'IA peut m'aider et ensuite je choisis la technique. Je vais parler plus tard de l'échec des projets parce que les personnes ne savent pas quelles sont les techniques IA choisir. Et ensuite, je vous propose d'appliquer un cadre testeur. Testeur est un mot un peu drôle, mais vous pouvez... un petit bout de chaque fromage peut-être pour décider quel fromage vous désirez manger. Donc, c'est ce que j'appelle la testeur. Et comment donc on peut identifier le problème que l'IA peut nous aider à régler. On peut décider à travers la récurrence. Tout problème récurrent, si par exemple là où je gare la voiture,
il faut se focaliser sur les fonctions qui sont manuelles, qui sont récurrentes. Et si ça se répète, c'est que l'IA apprend à partir des données. Et à travers les répétitions, il y a des exemples qu'on peut utiliser pour former l'IA. L'autre chose à laquelle il faut s'intéresser, c'est par exemple l'écriture des données, l'écriture manuelle des données ou la création de catalogues des données. Toutes ces choses peuvent être automatisées très facilement. Une autre chose que vous pouvez examiner, c'est les contraintes aux ressources. Une chose que vous ne pouvez pas faire par défaut de ressources, par exemple. L'un des moyens utiles pour avoir recours à l'IA, c'est d'y recourir comme un membre d'équipe qui ne se fatigue jamais. Et donc, avec les flux automatisés, ça fonctionne très bien et je vais vous montrer des exemples de documents intelligents. Le troisième moyen, c'est de vous apporter des idées. Vous pouvez trouver des questions où vous pouvez, ou des espaces où vous pouvez améliorer vos produits, comme des enquêtes prévisionnelles, par exemple, ou bien mettre des questions et des réponses, par exemple. Il y a beaucoup de ces démarches dans le monde des affaires où vous pouvez chercher des prévisions et dépendre des IA ou bien faire des recommandations pour des actions futures. Tout ceci fonctionne très bien ensemble. Dans toute entreprise, il y a 3 choses que vous pouvez faire. Et je suis sérieux quand je dis dans toute entreprise. Et je peux même dire que toute personne peut profiter de ces 3 choses. Tout d'abord, l'analyse des séquences de temps. Voilà, ce sont des données qui peuvent changer avec le temps. Et lorsqu'on enregistre des données de manière quotidienne, et on a des registres que nous gardons de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Toute personne a des données qui changent. Ça peut être votre diète, des modes de sommeil de la personne et tout ce qui change avec le temps, vous pouvez y faire des analyses et l'optimiser et retirer même des valeurs. Voilà, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Parfois, c'est simple parce que il y a des chiffres qui sont qui sont visiblement faux. Et on peut identifier cela comme une exception et qui n'est pas régulière ou qui n'est pas tout à fait normale. Et toute entreprise peut aussi traiter des langues naturelles. Chaque organisation dans le monde a recours à des langues différentes. Et vous pouvez même... Et une fois, j'étais dans une conférence aux États-Unis et je vais vous montrer cet exemple, mais quelqu'un est venu dans la pause pour me dire « Je ne pense pas que l'IA peut faire quoi que ce soit parce que je travaille dans une entreprise de jardinage. » Et j'ai du personnel qui vient pour couper les herbes et qui m'aide. Et voilà, je lui ai dit, bon, on peut bavarder un peu autour du déjeuner et voir ce qu'on peut faire.
Il y a beaucoup de données de série sur le jardinage. Et ensuite, je lui ai demandé sur son intérêt au manuel de sûreté, l'utilisation des équipements. Et donc, il y avait des manuels ou des guides de mode d'emploi sûr de tous ces équipements. Voilà, il y a beaucoup d'équipements, il y a des formations, mais personne ne s'intéresse aux manuels. Et donc, on a mis le guide sur ChatGPT et maintenant le personnel peut poser des questions sur la sûreté des équipements. Et c'était très utile et la plupart des jardiniers étaient espagnols. Ils pouvaient poser la question en espagnol. Ils n'avaient pas à traduire les manuels et ils recevaient des réponses excellentes. Il faut donc s'assurer que le bot ne vous apporte pas de mauvaises réponses et parfois on pose des questions qui ne doivent pas être posées, mais il faut dire en fin de compte qu'il s'agit d'une facilité excellente. Tout le monde a un peu de conduite, des guides, et on peut les télécharger en 1 minute et l'utiliser pour tout le monde au sein de l'entreprise. J'ai créé un bot pour moi-même. J'écris beaucoup et j'ai publié quelques 20 000 mots par an pour un site électronique aux États-Unis et j'ai écrit 100 000 mots et je me suis posé des questions moi-même. Et je m'assure que je le fais de manière régulière. Vous pouvez faire de même de votre part. Vous pouvez choisir l'écrivain que vous préférez et créer une interface interactive avec votre écrivain préféré. Vous pouvez le faire en 1 minute. Voilà, ce sont des utilisations rapides que tout le monde dans cette salle peuvent y profiter. Je vais vous montrer une démonstration de tout cela en pratique. J'espère pouvoir projeter les vidéos. Voilà, c'est la première vidéo. Ce sont des données. Ce sont des données de série sur le taux d'élèves scolarisés d'ailleurs et leur absence. Et j'ai demandé à analyser la présence sur un délai de temps. Et voilà, ils ont commencé l'analyse. On n'a pas besoin d'être un scientifique de données ou un spécialiste de données. Voilà, on commence à vous faire des séries à partir des données et je demandais à avoir un diagramme et voilà, je reçois un diagramme. Et je remarque ici quelque chose et je commence à poser d'autres questions. J'aimerais me focaliser sur d'autres détails. On commence par me dire que je ne trouve pas d'autres couches. Et donc, voilà, maintenant, je sais très bien que les données sont bonnes. Et voilà, je réponds en toute politesse, je dis merci et s'il vous plaît, en posant des questions. Et on commence à me montrer les tendances saisonnières. Voilà, et je lui demande, s'il vous plaît, donnez-moi des analyses plus approfondies. Et on me montre les absences par saison, en été et en hiver, et on m'explique certaines variabilités.
Et voilà, on me donne des explications techniques et d'autres non techniques que tout le monde peut comprendre. Et voilà, j'ai une analyse de série et je me demande combien ça peut me coûter. Et on m'explique qu'il peut y avoir un facteur économique et voilà, et je demande à avoir des modèles, des maladies, des congés maladie. Et voilà, je peux comparer avec les données sur les maladies saisonnières comme la grippe et l'influenza. Et je demande à avoir d'autres données et on me donne même des recommandations. Ce que j'ai fait ici, c'est à commencer avec des données de base dont tout le monde dispose. Et ensuite, on est passé à une analyse plus détaillée. J'allais dire que je ne suis pas spécialiste de données, mais en fait, je suis spécialiste en données. Et maintenant, je demande à avoir des prévisions de l'année suivante et on me donne des prévisions. Donc voilà, je suis passée d'une donnée sur la liste d'absence pour avoir des modèles, des prévisions et des explications. Et j'ai fait tout ça sans aucune connaissance approfondie de la technologie qui sous-tend cette activité. Chacun d'entre vous a des données de série que vous pouvez analyser à travers l'IA. Ça peut ne pas être la même exactement ou ne pas avoir les mêmes modèles intéressants, mais tout le monde a des données de série qu'on peut utiliser sur l'emploi, n'importe quelle activité que vous faites. Voilà, c'était un exemple. C'est une chose que tout le monde peut faire. Une autre démonstration que je voulais faire, ça concerne les jardiniers et le manuel que nous avons téléchargé. C'est un manuel en PDF de l'entreprise de jardinage sur la sûreté des équipements. Je vais commencer par poser des questions sur la sûreté. Voilà, et ça concerne la construction et la paysagerie et la construction de précision. Je peux déferler pour voir une mise en page excellente et je le télécharge sur ChatGPT et je demande à créer un GPT personnalisé pour ce manuel et je donne quelques instructions. Je lui dis par exemple que je cherche à ce que ce soit professionnel, concis et facile à utiliser en fournissant des informations essentielles et avec des questions fréquentes et se conformer aux politiques de l'entreprise. Maintenant que j'ai eu le résultat, je peux commencer par poser des questions. Je vais poser une question comme quelles sont les lignes directrices du travail dans une météorologie extrême. On me dit qu'il faut se munir d'eau lorsqu'il fait très chaud, il faut avoir des moments de repos et de mettre des vêtements lourds en cas du temps froid. Et voilà. Et regardez-moi ça. Est-ce que c'est logique lorsque vous travaillez dans un jardin et vous trouvez un serpent? Voilà, et je ne sais pas s'il a apporté un bon conseil, mais voilà, je n'ai pas fait de traduction. Je n'ai fait que télécharger un manuel d'une entreprise américaine et on m'a dit qu'on nous a fourni une bonne réponse. Mais voilà, c'est très intéressant, c'est robuste. Chacun d'entre vous peut avoir un manuel pareil et vous pouvez donc avoir des questions et des réponses sur le comportement de votre personnel. Là, j'aimerais vous parler de cette démarche de dégustation
Voilà, j'appelle ça déguster parce que c'est quelque chose qu'on peut mémoriser et ça doit être ce cadre de dégustation doit provoquer la réflexion, doit être conforme et donc tout d'abord ça doit provoquer des réflexions. Et on a dit que le premier projet doit se focaliser sur les valeurs d'entreprise et non pas la technologie. Oui, et c'est vrai. Toutefois, le projet doit être intéressant. Il ne faut pas faire un projet qui ennuie les gens. Les personnes doivent s'intéresser au projet. Et la chose clé que je vous apporte, c'est de faire quelque chose de différent. On peut toujours faire quelque chose de mieux, mais il faut que ce soit unique et différent. La deuxième chose, à savoir, et il ne s'agit pas de conflit, mais le projet doit être conforme. Et je veux dire, conforme aux fonctions et aux démarches d'entreprise, c'est-à-dire que vous ne devez pas faire une chose différente ou qui n'apporte pas de valeur. Il faut se focaliser sur la valeur ajoutée. Donc, il faut bien comprendre l'éthique et l'idée de votre entreprise et l'IA doit soutenir votre stratégie existante. Et donc, ça doit provoquer des idées et soit conforme à votre valeur d'entreprise. Et doit avoir une portée spécifique, je veux dire, d'avoir des objectifs bien spécifiques. Et comment savoir que le projet est bon? Voilà, les non-objectifs, je veux dire que c'est ce que le projet ne doit pas faire. C'est ce qu'on ne cherche pas à avoir. Toute entreprise, voilà, je fais beaucoup de travail avec des entreprises naissantes et je dis toujours aux entreprises naissantes que la définition de stratégie est de savoir ce que vous n'allez pas faire. Et la liste des choses que vous pouvez faire est infinie. Vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous êtes en train d'établir une organisation, vous pouvez faire toutes choses. Mais ce que définit votre organisation, ce sont les choses que vous n'allez pas faire. Le fait de dire que je ne vais pas faire ceci et cela, c'est votre stratégie. Donc, votre projet doit avoir des objectifs, mais aussi des non-objectifs qui définissent et qui délimitent le projet. Et je peux continuer à ajouter des points sur cette liste. Il faut avoir un champ d'activité bien délimité. Il faut aussi pouvoir mesurer votre réussite. À la fin du projet, vous devez être capable de dire aux autres que voilà, c'était un projet qui a été mené à bout et qui a réussi. Il faut être très clair sur vos objectifs et sur ce que vous n'allez pas faire. Là, le point suivant, c'est que ça doit être opportun. Combien de temps votre premier projet IA doit durer? J'ai parlé à un spécialiste en IA. Il y avait une conférence il y a quelques semaines à San Francisco où l'on parlait des projets de IA. Ce que c'est qu'un projet IA type. Et on disait qu'on avait besoin de 3 mois pour mettre tout ensemble et tester le projet. Est-ce que vous saisissez parce qu'au bout de 3 mois, tout le travail que vous avez fait, le chat GPT et tous ces modèles doivent être actualisés. Et
Donc, vous avez dit que vous avez finalisé le projet, mais lorsque vous avez terminé le projet, les choses étaient déjà actualisées et modernisées. Donc, il faut être que le projet a réussi, mais il faut aussi que ce soit opportun. L'année dernière, on parlait de 3 mois, et l'année en cours, on parle de projets de 6 semaines. Parce qu'au bout de 6 semaines, il y a une possibilité qu'il y ait des modèles meilleurs ailleurs. Donc voilà, il faut avoir une chronologie très brève pour ces projets. Donc un cadre chronologique court est important. Vous pensez qu'il n'est pas possible de faire un projet en 6 semaines? Je sais qu'il y a des organisations peuvent passer 6 semaines pour avoir une permission pour acheter des ordinateurs. Moi, je travaille, je suis libéral, je suis indépendant et ça me prend 6 semaines pour décider d'acheter un nouvel ordinateur. Mais bien sûr, ça prend du temps pour comprendre les mesures, les prises de mesures, la portée du projet. Mais l'étape suivante pour la dégustation du projet, c'est de choisir des projets qui peuvent être améliorés ou qui peuvent évoluer. Et donc, il faut choisir un projet qui va se transformer en une chose meilleure ou plus grande dans l'avenir. On est allé discuter avec l'entreprise de jardinage et on a commencé à faire des manuels. Et il s'est avéré qu'il y a des clients qui cherchent à avoir un nouveau design des jardins et ils suivent des magazines comme Home and Garden ou Architecture Digest et ils aiment beaucoup ces magazines. Et ce que cette entreprise a fait, c'est de scanner des centaines d'articles et lorsqu'ils conçoivent des jardins à leurs clients, ils ont recours à ChatGPT, comme quoi l'IA est en train de discuter avec le client. Et donc, au lieu de dire nous allons planter ou cultiver des plantes ici ou des arbres là, on leur dit pourquoi ne pas avoir un dîner sous le ciel ouvert ou en plein air dans le jardin au pied de l'arbre. Et donc, on a recours à l'IA pour produire non seulement un manuel d'entreprise, mais aussi un guide pour la conception des projets d'entreprise. Et ça leur a pris seulement 6 semaines pour faire ce nouveau projet. Et c'est très important parce qu'on cherche à avoir quelque chose qui va accroître. Et donc, vous faites les designs de manière opportune. Si ce projet réussit, ce serait un projet réussi. Alors, qu'en est-il alors après? Quelle est l'étape prochaine dans ce projet testeur ou le projet dégustateur? Vous devez garantir que toutes les ressources dont vous avez besoin sont disponibles. Vous avez besoin de budget. Par budget, bien, il faut pas. Je parle pas d'un budget très élevé, mais vous devez acheter, par exemple, certaines machines. Ce projet aura besoin d'un budget pour stocker des informations sur le cloud. Vous aurez besoin d'outils, d'infrastructures, de forage. Soyez toujours au bon endroit. Si vous communiquez avec les clients, les jardiniers, les conducteurs de véhicules, vous devez avoir toutes les autorisations et que ces personnes sont autorisées à commencer immédiatement le travail. Vous devez également avoir l'engagement de la part de vos directeurs exécutifs. Et l'une des raisons qui mène à l'échec du projet, c'est que les directeurs exécutifs ne comprennent pas ce qui se passe. C'est toujours le cas de la nouvelle technologie.
Il y a de nouveaux outils technologiques très importants pour l'avenir, mais les directeurs exécutifs ne sont pas sur la même onde. Il faut que les directeurs exécutifs soient sur la même onde pour qu'ils approuvent ce projet. Et dans le cadre du travail du testeur ou du dégustateur, cela nous pousse à se lancer dans de nouveaux projets. Cela nous pousse à penser et à s'adapter, se conformer à la stratégie dans le cadre temporel précis. Et cela peut être développé ultérieurement à une autre chose. Et des ressources seront disponibles pour que ce projet soit complété à temps. Il faudrait que vous ayez les ressources nécessaires pour atteindre votre objectif. Mais comme je vous l'ai signalé au début de mes propos, certains projets peuvent échouer et cet échec est dû à 3 raisons essentielles. D'abord, des objectifs qui ne sont pas clairs, des objectifs, c'est un problème très fréquent. Vous devez vous assurer que l'intelligence artificielle est implémentée pour un certain objectif ou une certaine fin. Et il y a une autre raison pour l'échec de ce projet, c'est le non-alignement aux objectifs stratégiques. Qu'en est-il après? Il faudrait que votre projet soit intéressant et soit aligné aux objectifs stratégiques. Même si ce projet réussit, cela ne va pas vous conduire à l'étape prochaine. Voilà la première raison de l'échec. Vous devez vous assurer que tout est sur la bonne voie dès le début. La deuxième raison, c'est la résistance. C'est un problème qui rencontre tous les projets d'intelligence artificielle parce que les gens peignent. C'est la technologie où l'on se dirige dans l'avenir. Est-ce que mon job ou ma profession sera impactée ou non? Nous devons impliquer tous ces gens dans toutes les étapes de ce processus. Le point focal est également un point important. Ceux qui travaillent dans le centre de service à la clientèle doivent avoir l'expérience nécessaire et doivent répondre à toutes les questions qui pourraient leur être posées. Moi, j'ai contacté une personne au service à la clientèle et j'ai commencé à leur poser des questions inattendues, parfois des questions bizarres. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y avait une entreprise de vol, une compagnie aérienne, qui a créé un bot AI ou un IA et les gens ont commencé à poser des questions stupides ou idiotes, des questions à ne pas poser même à un être humain. Par exemple, quand est-ce que je dois arriver à l'aéroport? Des êtres humains disaient, je ne savais pas, moi je suis dans un centre d'appel qui est situé dans un autre pays, alors je ne peux pas vous répondre. Alors lorsqu'on va créer un bot, un chatbot, les gens vont commencer à poser des questions stupides. Donc, la résistance peut être à l'origine de l'échec, mais cela peut être résolu en impliquant toutes les parties prenantes, les clients, les partenaires et même les cadres inférieurs, notamment les cadres qui sont les plus impactés par ce processus. Et plus vous impliquez les gens, et plus les gens sont à l'aise vis-à-vis de l'utilisation de la technologie, vous aurez des résultats positifs. Les gens ont peur du potentiel de la technologie, ont peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle plus vous impliquez les gens, plus les gens plus vous allez porter à leur connaissance ce qui va se passer au présent et à l'avenir. Donc, c'est un problème majeur que vous pouvez résoudre en garantissant un cadre de travail propice. Et au cœur de ce cadre, vous devez impliquer les gens dans toutes vos activités. Ça fait partie du dialogue. Focalisez-vous sur la valeur de votre institution,
et non la valeur de la technologie tout court. Voilà la raison, ou bien voilà la question la plus importante que nous devons prendre en considération. Prenez ces trois objectifs, trois problèmes en ligne de compte, les objectifs non clairs, la résistance et les projets basés sûrement sur l'intelligence artificielle. Voilà, je vais clôturer mes propos ou conclure en vous parlant des bases. Nous devons commencer par l'application des gens, commencer par les affaires et non pas par la technologie. Focalisez-vous sur la valeur et la méthodologie basée sur ou bien centrée sur la technologie, sur la qualité de données. Si vous, par exemple, menez un projet sur le cloud, vous ne pouvez pas mener tout ce projet dans 6 semaines seulement. Vous devez procéder à une solution avancée, une solution basée sur l'intelligence artificielle. Vous devez penser aux données nécessaires, aux irrégularités. Voilà, chacun d'entre vous, lorsque vous allez regagner vos pays et vos entreprises, vous pouvez penser à votre premier projet. Je vais prêter audition à toutes vos histoires de réussite. Et si